Et bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans votre podcast Focus Écran où on débat sur toute l'actualité des médias cette semaine. Alors vous le savez, durant cette période de confinement, on va alterner un peu avec des numéros jeux où il y aura toute l'équipe de Focus Écran va jouer autour de questions sur les médias, mais également Focus Écran en mode initial avec une partie débat et une partie interview. Dans un instant, Tom Leb va nous rejoindre pour parler donc de l'Eurovision et également du confinement, de sa vision du confinement. On reviendra évidemment sur le report donc de l'Eurovision, qu'est-ce que ça fait, puis on reviendra également sur les critiques de sa chanson Mon Allié qui a suscité beaucoup de polémiques sur notamment est-ce que les Français, le candidat français doit chanter exclusivement en français ou pas. Il répond à toutes ces questions dans cette interview, on le retrouvera un peu plus tard. Mais vous le savez, Focus Écran, c'est en deux temps, il y a le temps de l'interview mais le temps du débat également. Et au sommaire cette semaine, on va parler un peu numérique et tech cette semaine puisque vous le savez, en pleine crise du Covid-19, le gouvernement prépare l'après et parmi l'après, il y a une option qui commence à se faire voir. Ça serait une application qui ne serait pas obligatoire du type Stop Covid, qui permettrait à vous et moi de savoir si on a été en contact avec quelqu'un de contaminé malade du Covid-19. Alors cette application, elle commence à grincer des dents entre les partisans des libertés individuelles et d'autres qui disent que non, c'est pour le bien-être et pour la santé de tous. Cette application, on va en débattre dans un instant avec nos chroniqueurs, mais également notre invité Stéphane Dubreuil, spécialiste tech et télécom dans un instant. Et puis dans un second temps également, on fera le SAFé débat si on a le temps. On reviendra notamment sur l'arrêt de 7 à 8, la quotidienne sur TF1. Pourquoi cet arrêt, vous nous expliquerez. On en débattra avec nos chroniqueurs et puis on débattra également de cette mode qu'on constate de plus en plus. Confinement oblige, les animateurs qui animent depuis chez eux, certains critiquent cette méthode. On en parlera avec nos chroniqueurs. Mais je vais les présenter donc nos chroniqueurs. Cette semaine, on a Antoine, Nadjet et Thierry. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Dans un instant, on va débattre et on va démarrer par l'info média. Et comme je vous l'ai dit lors du sommaire, donc on va vous proposer un zoom, donc on va parler un peu tech, numérique, on va parler donc de cette application qu'envisage le gouvernement pour l'après-confinement. Cette application donc qui s'appellerait Stop Covid, qui permettra de savoir à vous et moi donc si on a été en contact avec quelqu'un qui a été touché par le Covid-19. On va en parler avec Stéphane Dubreuil, spécialiste tech et télécom. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, bonjour. C'est pas grave, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran, notre podcast. Dans un instant, nos chroniqueurs également auront quelques questions à vous poser sur ce sujet. Donc, je l'ai dit lors de cette introduction, cette application, qu'est-ce qu'on sait, comment elle va marcher? On sait que le gouvernement veut utiliser la méthode via le Bluetooth pour savoir si on a été en contact ou pas avec une personne malade, c'est ça? Oui, alors aujourd'hui, il y a en fait plusieurs applications à travers le monde, puisque celle de la France n'est pas la seule, puisque ça existe déjà à Singapour, l'Allemagne est prête, la Turquie la déploie dans 48 heures. Il y a des approches différentes. L'approche dite la moins intrusive, c'est d'utiliser le Bluetooth avec une application sur le libre arbitre, c'est-à-dire que chacun déciderait ou pas de la charger, et on arriverait à retracer ce qu'on appelle l'arbre des contacts. Si vous êtes contaminé, on sait que vous avez été dans une zone de 10 mètres via le Bluetooth, sauf que c'est pas idéal technologiquement, puisque le Bluetooth a pas mal de problèmes, que 20% de la population ne le possède pas, et qu'il ne tracera pas 100%, et que la vraie interrogation, c'est est-ce que les Français sont prêts à sacrifier leur liberté individuelle par rapport à ce traçage. Oui, et justement, vous le dites, il y a un sondage qui est apparu ce dimanche matin, de la Fondation Jean Jaurès, du sondage réalisé par IFOP, qui dit que la majorité des Français, 53%, est opposée justement à l'installation obligatoire chez tous les détenteurs de téléphones portables d'une application permettant de les avertir s'ils ont été en proximité avec une personne infectée par le coronavirus. Là, ce qui semble, et vous le dites, ça ne serait sur la base du volontariat, mais est-ce que ça casserait pas le modèle de cette application? Puisque si on part sur la base du volontariat et qu'on voit là ce sondage, la moitié des Français sont contre cette application, est-ce que cette application ne risque pas de servir à rien si personne n'y met du sien? Alors en effet, c'est une bonne question. C'est qu'on voit par exemple le retour d'expérience à Singapour, qui est un pays qui fait 742
km², il y a moins de 20% de la population qui l'a chargé. Et quand on sait que Singapour n'est pas vraiment un modèle de démocratie, on peut se poser en fait effectivement la question de savoir si les Français vont adopter. Et je mets juste un bémol à votre question, c'est que là aujourd'hui, on ne sait rien en réalité sur le côté infectieux du Covid. Et aujourd'hui, quand on va déclarer le déconfinement, s'il a lieu dans 3 ou 4 mois, je vous fais un pari, si on refait le sondage, il y a 100% des Français qui sont d'accord de le charger. Donc il faut faire attention, on est à un instant T. Aujourd'hui, on ne sait pas comment cette contamination est en train d'évoluer. Chaque jour, on apprend de nouvelles choses sur le Covid. Je rappelle, il y a encore 3 semaines, on nous disait qu'à 28 degrés, il ne résistait pas. En ce moment, dans des pays d'Afrique, à 40 degrés, le Covid se développe. On nous disait qu'en dessous de 1 mètre, on n'était pas contaminé depuis 48 heures. On dit que c'est au-delà de 4 mètres. On nous avait dit qu'une fois qu'infecté, on était immunisé. Depuis 48 heures, il y a 49 cas de résurgence en Corée du Sud. Donc on ne sait pas du tout où on va. Donc je dirais, aujourd'hui, oui, les Français, on leur impose, ils diront non. Sur la base du volontariat, je ne suis pas convaincu, à part dans les grandes villes denses, où là les gens voient l'enjeu, ils vont la charger. Mais je vous dis que si on reste confiné encore 2 mois de plus et qu'il y a encore plus de morts, je pense qu'on va accepter malheureusement qu'il y ait une massification de la surveillance. Et c'est ça en fait tout le débat et tout l'enjeu. Et oui, vous le faites bien de le dire, c'est là le point. On abordera la question justement des données personnelles et après nos chroniqueurs ont quelques questions à vous poser sur ce sujet. Mais avant, je voudrais revenir quand même sur la France et quand même ce sondage que j'ai vu, quand même 15% des Français n'ont pas de téléphone, n'ont pas de smartphone. Et on sait que, bon là, peut-être il y a l'option Bluetooth qui est envisagée, mais on sait qu'il y a également il y a des fractures numériques, il y a plusieurs zones blanches. Qu'est-ce que vous en pensez quand même quand on voit qu'il y a un quart de Français qui n'ont pas de smartphone, surtout chez les personnes âgées, qui sont les personnes les plus à risque pour l'instant. Voilà, on sait, pour l'instant, elles sont les plus à risque. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, de quand même de ces inégalités qui partent déjà au début de cette application? Alors c'est intéressant votre question parce qu'en fait on revient à la fameuse question de la fracture numérique en France, qui est quelque chose qu'on évoque assez régulièrement dans les médias. C'est ce qu'on appelle les zones blanches, donc c'est les zones où il y a 0 des 4 opérateurs mobiles, par exemple, ou fixes même. C'est effectivement l'histoire de l'équipement, que ce soit en ordinateur ou en mobile. On a toujours, nous, je dirais, les gens qui sont dans des villes, le prisme de croire que tout le monde a un smartphone, tout le monde a l'Internet au débit et tout le monde a un ordinateur. Et non, c'est pas vrai. Et effectivement, la pandémie du Covid, elle met en lumière cette fracture. Et c'est justement, et c'est intéressant ce que vous dites, c'est que si on veut un modèle numérique pour contribuer en fait à soigner les Français, il faut que les Français soient équipés. Et là, effectivement, vous avez raison, il va y avoir un problème sur les populations âgées, mais je dirais même pas que, il suffit d'avoir un smartphone qui date un peu, et ben, vous n'avez pas les Bluetooth dernière génération, etc. Donc, effectivement, il y a plein de problèmes dans cette brique. Mais après, je dirais, là, on s'intéresse à la brique technologique, mais je voudrais juste expliquer quelque chose en 2 mots, c'est que cette brique technologique, elle n'a aucun intérêt pour soigner les Français ou même le monde s'il n'y a pas la brique sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très bien de définir quelqu'un qui est malade et qui il a contaminé, mais si vous n'êtes pas capable de faire le test pour savoir s'il est contaminé, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, la France n'est pas en capacité de faire des tests sur la population en masse. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que la brique technologique, elle n'a de sens qu'avec la brique sanitaire. Et aujourd'hui, la brique sanitaire, on ne l'a pas. Donc la brique technologique, on l'aura toujours, on sait faire. Les Français sont très bons là-dedans. On a des mathématiciens, on a des startups, il y a tout ce qu'il faut. Mais si on n'a pas la brique sanitaire, ça ne marchera pas. Alors, dans un instant, je vous interrogerai sur d'autres questions, mais peut-être on va un peu faire réagir les chroniqueurs. Thierry, peut-être une question pour notre invité sur ce sujet. Oui, en effet, voilà, vous avez expliqué que c'est bien beau la technologie, seulement si on peut pas tester les gens, comment savoir qui sont qui est contaminé ou non, ça c'est bien sûr c'est un gros problème. Maintenant, je discute régulièrement avec un ami allemand en Allemagne. Ils font des tests régulièrement et des centaines de milliers par semaine. Alors pourquoi est-ce qu'en Allemagne ils font ça et pas chez nous en France? Alors c'est une excellente question qui va au-delà de la tech en fait là. La raison elle est industrielle, c'est-à-dire que l'Allemagne, je rappelle, c'est la première puissance économique d'Europe. Elle a historiquement un bassin d'industrie pharmacologique et biologique. Donc eux,
ils ont les produits nécessaires à créer ces tests, puisqu'en fait, on a besoin de sourcer des molécules particulières qui sont distribuées par la Chine et les États-Unis. Les Allemands, eux, comme ils ont Bayer, etc., ils ont beaucoup en fait de ces produits. Et nous, aujourd'hui, quand on veut faire nos tests, les fabriquer, il nous faut ces produits de base et on n'arrive pas à y accéder. Donc ça, c'est un des problèmes. La deuxième, et c'est clair, il y a eu un problème de nos politiques historiquement qu'on fait qu'aujourd'hui, on est très mal équipé, etc. Et l'Allemagne, effectivement, a des tests. Vous avez, même en Angleterre, il y a des tests. Nous, on est très en retard sur le sujet. Il faut savoir qu'il y a un département qui reçoit, je crois, 100 000 tests cette semaine qui ont été commandés, je crois, aux États-Unis. Donc, effectivement, c'est une vraie remarque. On est en retard. Et ça touche aussi à la politique de santé qu'on a depuis des années, où on a déshabillé les hôpitaux, on a déshabillé notre chaîne sanitaire. Et aujourd'hui, on le paye au prix fort. Antoine, qui est plutôt bien calé, tu aimes bien tout ce qui est l'actu-tech. Peut-être une question sur cette possible application donc de traçage pour savoir si on a été en contact avec des personnes contaminées du Covid-19. Oui, alors j'aurais voulu savoir comment ça se passe du côté chinois. Pourquoi? Parce que j'ai entendu dire que chez eux, ils n'ont pas carrément forcément des applications, mais ils ont des sortes de caméras de surveillance, je crois, qui nous surveillent le moindre de leurs déplacements. Et comment ça se passe du coup pour eux? Est-ce que c'est vrai qu'ils ont des... j'ai cru entendre dire que si par exemple on est tracé, on a des points, un bonus ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est vrai? Alors en effet, sur la Chine, il y a ce qu'on appelle une notation sociale. Donc la notation sociale, c'est quoi? C'est on regarde votre comportement dans l'espace public au quotidien et on vous donne des points. Donc je vous donne un exemple, c'est je traverse dans les passages piétons ou pas, je crache par terre, je respecte les files d'attente, etc. Donc vous avez une note sociale et cette note sociale, elle vous donne accès à des logements, elle vous donne accès à des prêts immobiliers, etc., etc. Donc elle a un impact très très fort, même accès à la santé. Donc ça existait toujours. Ça n'a rien à voir avec le Covid, ça a toujours existé, ça depuis plusieurs années, etc. En parallèle, la Chine a passé une loi en 2017 qui oblige toute société exerçant sur le sol chinois à donner les données sur demande du gouvernement, pas sur demande d'un juge. C'est très important ça. En France, vous pouvez aussi avoir accès aux données de géolocalisation et d'un téléphone si vous avez une commission rogatoire et si un juge vous donne l'accès. Là-bas, c'est pas du tout par un juge, c'est par l'État et donc le Parti communiste. Donc aujourd'hui, toute entreprise donne les données. En Chine, les opérateurs ont obligation de donner les données de géolocalisation. C'est pour ça qu'à Wuhan, en fait, ils ont identifié très rapidement une partie des cas infectés, parce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire. D'accord? Et ensuite, ils vous intiment l'ordre de rester chez vous, sous peine d'aller en prison, etc. Et ensuite, il y a un troisième, effectivement, système qui est en train d'être utilisé, qui est la reconnaissance faciale, avec même la détection de température, qui permet en fait de savoir dans l'espace public s'il y en a qui sont contaminés ou pas. Là, on est dans un système qui est un système intrusif, imposé par une dictature sur sa population. Donc c'est quand même un système qui est très extrême. Alors, évidemment, les gens, certains vont vous dire, oui, mais ils ont stoppé l'épidémie, et ils viennent de rouvrir d'ailleurs l'épicentre en fait de l'épidémie. Sauf que, on n'est pas dans le même contexte. Vous avez quelque chose qui, pour moi, est efficace, qui est entre les deux, mais qu'on ne déploiera jamais en France ni en Europe. C'est le cas de la Turquie, de la Pologne, qui sont en train de déployer un système où vous êtes géolocalisé. Et si vous êtes contaminé, on prend votre numéro de téléphone. Et si vous bougez de chez vous, vous recevez un SMS qui vous intime l'ordre de rester chez vous. Ensuite, vous avez un appel automatique avec une boîte vocale qui vous explique que vous êtes contaminé, vous n'avez pas le droit de sortir ni pour faire les courses, ni etc. Et on envoie un SMS à votre famille ou à ceux qui sont dans le logement pour les prévenir que vous êtes en train de bouger. Donc ça, c'est intrusif. Par contre, c'est assez efficace pour stopper et mettre sous surveillance les malades. Maintenant, dans un pays droit de l'homme et de la liberté en France, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une acceptabilité sociale à ce genre de système. Voilà. D'accord. Si je peux intervenir. Moi, Ouais. j'avais une question à vous poser. Oui, voilà. Vas-y. Du coup, pourquoi tous les pays qui sont touchés par le Covid, on ne se mettrait pas tous ensemble pour essayer de trouver une solution? Je sais que ça fait un peu utopique. J'avais cette question qui...
Alors, Nadjel, non, c'est pas utopique, c'est très intéressant. C'est que, en fait, je ne sais pas si vous avez été écouté, mais en fait, depuis 48 heures, Thierry Breton, donc ministre de l'Industrie et des Tech de l'Europe, vient de réunir les 27 pour essayer de créer en fait une application européenne. Donc en fait, il y a la version française Stop Covid, les Français en avance dans notre coin, mais en fait, on est en train de se dire, si un pays a déjà déterminé une application qui marche, auquel on a fait des tests, que je rappelle, hein, l'application, elle est très facile à expliquer en 2 mots, le diable est dans le détail. D'un point de vue opérationnel, quand vous déployez, c'est pas du tout la même histoire. Et donc là, effectivement, Nadjed, il y a en ce moment une réflexion, en tout cas au niveau européen, pour avoir une sorte de plateforme commune pour retracer, sachant que, je rappelle, aujourd'hui, le confinement, il est au niveau de l'habitation, il passera au niveau de la nation. C'est-à-dire que l'Europe, elle ne va pas se rouvrir comme ça. Les pays ne vont pas se rouvrir. Et c'est parti pour de longs mois. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment, quand on va rouvrir les frontières, en tout cas à l'intérieur de l'espace Schengen, quand les Français voudront aller en Espagne et vice-versa, et ben cette plateforme, elle aura un grand intérêt si elle est européenne. Donc voilà, en ce moment, il y a une réflexion. Pas au niveau mondial, malheureusement. L'ONU et l'OMS, étant très politisés, ne travaillent pas malheureusement sur ce sujet-là. Thierry, je crois qu'il voulait réagir sur les propos. Bien sûr. Alors, vous venez de nous dire qu'en effet, l'Europe se concerte pour créer une application de traçage, etc., pour lutter justement sur la propagation du Covid-19. Seulement, est-ce que une fois que on aura trouvé des solutions pour combattre le Covid-19, etc., est-ce que justement cette application de traçage va pas être utilisée à des fins autres que combattre le Covid-19? Voilà. On se rappelle. C'est justement voilà, pour l'une des raisons que je te coupe Thierry, c'était justement l'une question, c'est sur les données personnelles. Là, on sait que il y a beaucoup de questions qui se posent pour savoir est-ce que justement après la période post-Covid, est-ce que nos données vont pas servir à d'autres fins, que ce soit notre numéro de téléphone ou autres informations. Peut-être Thierry pour clôturer après la réponse de notre invité. Oui, disons que dans le passé, il y a pas si longtemps que ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, on mettait une petite étoile jaune ou rose en fonction de notre religion ou de notre orientation sexuelle, ou même bien avant, on donnait une cloche pour les lépreux pour signaler aux gens de s'écarter. Est-ce que justement aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2020, on va pas se servir après la fonction première de cette fonction de traçage pour lutter le Covid-19? Est-ce que justement on va pas se servir de cette application de traçage pour espionner justement ou catégoriser les gens comme ça a pu être le cas dans le passé? C'est tout le cœur du problème, Thierry, effectivement. Aujourd'hui, on est dans un état d'urgence sanitaire. Et effectivement, on est prêt un peu à accepter, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais on est prêt à accepter, en tout cas, de repousser certaines de nos limites habituelles. C'est comme ça que je vais le dire. Sauf que vous avez raison, suivant le type de collecte et la manière dont c'est fait, je rappelle, là on parle de Bluetooth, mais on peut très bien le faire par GPS. Il va y avoir Facebook et Google qui vont lancer leur appli là, et tout le monde va se jeter dessus. Je rappelle, il y a 37 millions de Français, donc plus de la moitié des Français ont Facebook. Instantanément, la géolocalisation, elle est utilisable. Quand on voit comment, je dirais... Facebook respecte les données personnelles. Quand on voit l'histoire de l'élection de Trump et le Brexit, on peut effectivement en douter et être très inquiet. Et donc, je suis assez d'accord avec vous. C'est le gros problème de tout ça. C'est pour ça que le gouvernement, je trouve, dans son approche, le gouvernement français, il a une logique de dire c'est sur la base du volontariat. C'est vous qui décidez. Donc, en fait, le succès ou pas, il faut que 60% minimum des Français, pour que ça ait un impact décisif, et charger cette application. Donc, convaincre 60% des Français, c'est convaincre 40 millions de personnes. C'est énorme. C'est énorme. Donc, tout l'enjeu va être là. Effectivement, certains ne voudront pas. Maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, c'est si on dépasse la barre des 200 000 morts, si on reste confiné pendant 3 ou 4 mois, je peux vous dire que les limites d'acceptabilité, tout le monde va les repousser. Donc, c'est aussi ça l'histoire. C'est que si, je vous donne un exemple, je ne le souhaite pas, mais si c'est confirmé dans une semaine que en fait, ceux qui ont été contaminés peuvent être à nouveau contaminés, ce qui est le cas de 50 personnes en Corée 45 jours après, c'est-à-dire qu'en fait, ça deviendrait une épidémie chronique, qu'on aura un vaccin ou un médicament que dans 1 an et demi, je peux vous dire que les 40 millions de personnes qui vont être prêts
à donner leurs données, on va le passer. Et vous avez raison, dans l'urgence, on ne va pas gérer le après. Ces données elles vont se balader, ces données de santé qui peuvent intéresser les gouvernements, qui peuvent intéresser des sociétés de laboratoires, etc. On le sait tous. Donc évidemment, ça pose un vrai problème éthique et moral. Et ça, aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on est dans une situation d'urgence sanitaire et que là, il y a des morts. Donc voilà. Oui, mais ça n'excuse pas, même si en effet on est dans un gros problème sanitaire, enfin voilà, un conflit sanitaire mondial. Je pense que ça doit pas servir d'excuse pour faire n'importe quoi. Et justement, le après, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Je pense que justement la situation est trop grave pour dire ouais, on s'en fout, on gère d'abord la situation sanitaire. Et après, on verra. Non, je pense que c'est maintenant qu'il faut gérer ça aussi. C'est le après. Tout à fait. C'est pour ça que ouais, Thierry, tout à fait. C'est pour ça que l'approche du gouvernement français, elle est intéressante parce que c'est anonymisé. C'est vous qui récoltez les données sur votre téléphone dans votre appli. Et c'est si vous êtes contaminé, que vous décrétez de donner les infos pour votre arbre de contact, pour qu'on prévienne tous les gens avec qui vous avez été en contact. Donc c'est quand même assez contrôlé. Là où je suis plus inquiet, c'est quand on va utiliser les données géolocalisées, et c'est les Facebook, les Google, et alors là, on a très très peu la main mise. Je rappelle, Orange, sur demande de l'Europe, a donné les données de la France de manière anonymisée. C'est là où on a découvert en fait qu'entre la semaine du 23 et du 30 mars, 1,2 million de franciliens avaient quitté le Grand Paris. C'est comme ça qu'on le sait. Ouais. Il y a donc 20% de Parisiens qui sont partis et 20% en banlieue sont partis en province. Donc c'est 1,2 million de personnes qui potentiellement sont parties avec le Covid pour le donner en province. C'est ça l'histoire. On l'a fait de manière anonymisée. Orange a juste donné des flux et a dit voilà ce qui s'est passé. Dans certains pays comme la Russie, la Chine, etc., effectivement, eux, ils ne s'embarrassent pas de ça, ils anonymisent rien, ils savent qui est parti, où, combien de temps, etc. Donc voilà, je suis d'accord. Pour moi, la méthode française pose quand même certaines garanties. Le Bluetooth, ce n'est pas quelque chose de très précis et c'est anonymisé, c'est vous qui décidez. Maintenant, est-ce qu'on ne va pas passer sur du GPS? Est-ce qu'il n'y a pas des applications que vous allez voir apparaître qui vont vous faire croire que vous allez être sauvé si vous installez cette appli et si vous donnez toutes vos données? C'est aussi ça l'enjeu, c'est que là on n'est qu'au début, vous allez voir qu'il va y avoir plein de choses qui vont apparaître un peu partout, vous promettant d'être suivi, tracé et d'être protégé, et dans les faits ça va servir encore une fois à des sociétés pour avoir vos données. Donc effectivement il faut se poser la question maintenant. Je trouve que l'approche française est plutôt assez sécurisée. Voilà. Alors moi j'avais 2 ou 3 petites questions et après on fera un dernier tour de table pour clôturer le sujet. Déjà j'avais une question au niveau comment ça se passe l'application si quelqu'un se déclare pas n'avoir pas avoir le Covid, qui n'a pas le Covid alors qu'il a comment on saura que la personne a le Covid? C'est lui qui doit le déclarer sur la base de sa bonne foi ou alors ça sera son dossier médical, bon c'est il y a le secret médical, c'est ça aussi un peu comment être sûr que sur la fiabilité de la personne qu'elle dit que non, elle n'a pas le Covid alors que peut-être qu'elle a. C'est ça en fait le problème, c'est que c'est du déclaratif, donc en fait c'est. Voilà, donc ça peut moi, fausser le résultat. Exemple, j'ai l'application, je me retrouve à l'hôpital ou testé, ou en tout cas mon médecin me dit vous êtes contaminé du Covid, vous restez chez vous parce que je suis pas dans un seuil qui est trop grave. J'ai eu de la fièvre par exemple, on me dit restez chez vous. Donc là, c'est à moi de dire, attention, moi, a priori, j'ai le Covid, et ça. Sauf que, en fait, j'ai peut-être juste tout simplement une fièvre, donc déjà, j'ai pas le Covid. Donc ça peut créer quand même un côté anxiogène, c'est que tous les gens que j'ai croisés, ils vont recevoir un SMS en disant, attention, une personne en contact avec vous est porteur du Covid. Donc effectivement, c'est pas quelque chose d'obligatoire, de mécanique, et donc il y a des aléas. C'est pour ça que je dis tout le temps, cette appli, c'est pas l'alpha et l'oméga, on va pas s'en sortir avec ça. Et pour s'en sortir, déjà, il faut qu'il soit adopté massivement, qu'il soit rempli de manière renseignée, de manière assez scrupuleuse. Et 3, surtout, il faut la brique sanitaire pour aller vérifier. Il faut vérifier, c'est-à-dire que vous allez, parce que sinon, parce que cette brique technologique, elle a de sens dans la période du déconfinement principalement. C'est quand, a priori, j'espère dans quelques semaines, on va lever d'un point de vue régional d'abord les confinements, puis après national. Quand on va lever le confinement, tout le monde va sortir de chez soi. C'est à ce moment-là qu'elle a un intérêt. Mais elle a un intérêt que si je suis capable de tester les gens que j'ai testés. Parce que sinon, comme je suis déconfiné pour aller sur mon lieu de travail, moi je suis à la Défense.
je vais croiser 4500 personnes, 10 000 personnes, 20 000, 100 000. Donc si on me dit, je vais mettre les 100 000 en quarantaine, vous ne pouvez pas, il faut les tester pour savoir. Parce que dans ces 100 000, il n'y en a peut-être que 2 que j'ai contaminés. Donc c'est Puis il y a tout les l'enjeu, personnes asymptomatiques qui ne savent pas qu'ils Exactement. l'ont aussi. Voilà. Alors, il y a les personnes asymptomatiques, mais depuis 48 heures, il y a pire. C'est que ceux qui sont soi-disant immunisés, ils redeviennent porteurs du virus. Alors là, il y a une étude, là, c'est depuis 48 heures, on ne sait pas. La Chine a le même phénomène, mais en tout petit nombre. Donc si ça s'était avéré, là, ça complique énormément la situation, parce que ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'immunité. Il n'y a pas d'immunité dans le temps. Vous pouvez réavoir et être reporteur. Donc là, ça devient très très compliqué. Ça veut dire que ce type d'application serait très 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 importante. D'accord. C'est vrai que Ouais. peut-être Thierry, oui, vas-y. Ouais. Alors, vous dites ouais, c'est vrai que les porteurs qui l'ont déjà eu peuvent retomber malades et réavoir le Covid-19. Mais en gros, c'est une maladie où tout le monde sait mais ne sait rien. En gros, c'est un peu une grippe. Elle est nouvelle, donc c'est pour voilà, ça non, que. je suis d'accord, c'est nouvelle, mais en gros, c'est un peu comme une grippe, en fait. Enfin, façon de parler entre guillemets, un peu comme une grippe. Mais voilà, en gros, une Peut-être c'est à grippe, cause on de peut ça que l'avoir ça a chaque causé année. du tort. C'est à cause de ça du tort. C'est parce qu'on a pensé que c'était une grippe et que c'était pas grave et que c'était banal, qu'on a sous-estimé et qu'on a eu ce temps d'impréparation et que maintenant, peut-être pour te contredire Thierry, pour une grippe, on crée pas une application, on Oui. met pas les gens au confinement, on Je n'a suis pas d'accord. plein de gens qui sont en réanimation. Donc c'est peut-être justement ce parallèle qu'on a fait avec la grippe qui dans plein de gens qui ont dit oh bah c'est qu'une grippe, on n'a pas besoin de s'inquiéter, qu'on se retrouve maintenant dans une situation actuelle comme on est. Ah, mais Pardon, non, non, vas-y. allez. Oui, je suis d'accord. C'est Ouais. vrai que on nous a caché, alors au niveau gouvernement, alors que ce soit en France ou ailleurs, on nous a dit ouais, vous inquiétez pas, c'est rien. Après, on nous a dit ah, attention, on va vous confiner. Maintenant, on nous parle de porter des masques quasiment en permanence. J'ai l'impression que, alors c'est vrai que c'est tout nouveau, on connaissait pas ce virus il y a encore quelques mois de ça, mais voilà, pourquoi ne pas nous dire tout de suite, voilà, c'est un truc, c'est une grosse saloperie entre guillemets, hein, vous m'excuserez du terme, mais c'est une grosse saloperie. Prenez beaucoup de précautions, plus qu'une simple grippe. Donc c'est ça le problème, c'est pourquoi nous mentir ou restreindre l'information de la dangerosité de ce virus. Alors, juste pour répondre à tout ça, là, il faut reprendre juste l'histoire du phénomène qui s'est passé. Hein. Il y a eu en fait des cas détectés en novembre-décembre en Chine, qui ont été tués par le gouvernement chinois. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Les gouvernements, il ne faut pas rentrer dans la théorie du complot, etc. Ils ne vous mentent pas. C'est les médecins, d'accord, qui sur la base des informations chinoises de départ, on dit effectivement, et là je rejoins Yacine totalement, on dit c'est une grippette. Même ce terme a été utilisé par des grands politiques et des grands scientifiques. On dit c'est une grippette. Sauf qu'en fait, on n'avait pas le recul nécessaire sur ce virus, puisqu'en fait, on ne l'avait pas étudié en masse et sur une longue période, donc on ne connaissait pas son comportement. Et on a pris les données chinoises qui étaient partielles, parce que la Chine, et ça vous verrez, on y reviendra à la fin, quand on sera sorti de cette affaire-là, les Chinois ont menti. Les 4000 morts sur une ville aussi dense que Wuhan, c'est juste impossible. Vous verrez qu'il y a eu des centaines de milliers, voire des millions, on le découvert très certainement après. Sauf que comme on n'a pas eu les données, nous, quand le phénomène est arrivé en février, il s'est déjà écoulé 3 à 4 mois. 3 à 4 mois, c'est énorme. Ouais. Ils ne nous ont pas dit, en fait, les données. Ensuite, quand l'OMS a récupéré le dossier, a commencé à voir que ça se diffusait, ils ont commencé à dire, oui, en fait, c'est une propagation importante, c'est-à-dire 6 fois supérieure à la grippe, mais ça n'a pas l'air d'être très grave. Oui, sauf qu'à ce moment-là, les gens qui étaient contaminés, ils avaient entre 20 et 50 ans. Donc, effectivement, la population sur laquelle le taux de mortalité est le plus faible. Sauf qu'après, quand ça a débarqué sur les catégories de 60-70 ans, là, on a vu que le virus était extrêmement dangereux sur ces personnes. Et c'est là où les taux de mortalité ont explosé. Je rappelle, le taux de mortalité sur la tranche des 70 ans, il est de plus de 15%. Quand vous rentrez à l'hôpital en réanimation, c'est 1 personne et demie sur 10 qui meurt. C'est énorme. Et donc ce phénomène-là, comme on n'avait pas le recul nécessaire, etc., tout le monde s'est planté. Je veux dire, les médecins de l'OMS, et là je suis totalement d'accord avec vous, la communication a été complètement erratique. Au départ, c'était
c'est pas dangereux, faites attention, mais ça va. Je rappelle, il y a encore une semaine, à Londres, ils voulaient pas se confiner. Boris Johnson, qui l'a attrapé, il y a 10 jours, il disait, je confinerai pas, c'est rien du tout. Je veux dire, on est quand même mi-avril. Il y a eu des milliers de morts en Espagne et en Italie. Il y avait encore des gouvernements qui ne croyaient pas. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on a commencé à étudier le Covid dans tous les pays, à partager les données, ce que n'a pas fait la Chine, c'est là où on a découvert en fait la dangerosité, sa propagation. Et je vous dis, rappelez-vous au début, on a dit, ce virus ne résiste pas à 26-28 degrés, cette donnée, elle est fausse. Il y a des gens qui sont allés se mettre au soleil en croyant qu'ils allaient être immunisés. Enfin, je veux dire, on a dit tout et n'importe quoi. Et donc, c'est là où je suis d'accord. Ce délai en fait d'hésitation des gouvernements a été ultra meurtrier. Et pourquoi l'Italie est fortement touchée ? Parce que l'Italie, dans sa pyramide de démographie, a une population qui est assez âgée par rapport aux autres pays d'Europe. C'est pour ça que le taux de mortalité est très fort. Et après, il y a aussi l'équipement sanitaire et hospitalier qui est un peu défaillant. Mais donc, effectivement, on est passé de tout à rien, c'est-à-dire ne faites rien à maintenant, restez chez vous, mettez des masques, mettez des gants. Je rappelle, il y a encore 3 semaines, le masque et les gants, c'était pas obligatoire. Maintenant, on commence à dire c'est hyper important. Donc, on voit que il y a quand même aussi, je pense, le manque de recul et de connaissances scientifiques qu'on fait que on a fait des erreurs. C'est clair, il y a eu des erreurs de fait. Alors, dans un instant, je vous poserai une question finale pour boucler le sujet, mais peut-être une remarque de Nadjet et Antoine. Nadjet, sur les derniers propos, et plus généralement, est-ce que toi, pour prendre un peu le pouls de la population, est-ce que toi, tu serais prête à télécharger cette application si elle venait à nous être proposée? Et du coup, je voulais dire une chose, que ce virus n'est pas dangereux, c'est pas vrai, parce que j'ai un ami proche qui est entre la vie et la mort. Donc, ce virus, c'est pas qu'une simple prendre légère. Après, je voulais synthétiser par rapport à tout ce qui avait été dit, que c'est vrai, on n'a pas été vraiment bien informés du virus. On a été informés, je dirais, tard. Et il faut aussi que les gens comprennent quand le gouvernement il dit restez chez vous. Il faut que les gens vraiment ils respectent, même si c'est pas facile de rester chez soi. On le vit tout de manière différente, c'est sûr. Mais après, moi je pense, je suis personne, j'ai pas la science infuse. Et je pense que plus les gens vont sortir, moins on sera déconfinés. À mon avis. Ah oui, mais bon, Après, il y a une thèse qui dit, je sais pas si vous la rejoignez, mais vous dit, même après le confinement, le virus, il va pas disparaître. Donc, au pire des cas, malheureusement, on va être confronté avec ce virus. Et je crois, il faut qu'il y ait minimum 60% de la population qui l'ait pour qu'il y ait plus d'épidémie, ou 80%, je sais plus, pour que l'épidémie se tasse. Donc, il y a certains, bon, c'est la carte qu'a joué Boris Johnson, et finalement, il s'est rétracté en disant, on sort tout le monde. Tout le monde va être en contact avec le virus. Il y a ceux qui seront immunisés et qui n'auront pas de gros symptômes, et ceux qu'on aura en réanimation et tout, les plus graves iront à l'hôpital. Peut-être pour réagir. Alors, sur ce point-là, c'est la stratégie qu'a fait Boris Johnson, sauf qu'il viendrait de repédaler, parce que déjà, il est à l'hôpital et il a été en réanimation. Et deux, tous les gouvernements qui ont voulu faire ça, il y a eu les Pays-Bas aussi. Tout le monde est revenu en arrière, parce que comme on ne connaissait pas bien le virus, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il était très très dangereux. Et en fait, le taux de mortalité, il a explosé. Donc, atteindre ce qu'on appelle l'immunité de groupe, c'est-à-dire 60 à 70% de la population qui l'a déjà eu, en fait, ça bloque la propagation du virus. Ça veut dire que si nous, en France, on devait avoir 60 à 70% de la population, c'est plus de 40 millions de personnes qui sont immunisées. Et donc, si j'applique le taux de mortalité, ça veut dire qu'on a eu, en fait, 40 à 50 000 morts. C'est ça que ça veut dire. Cette stratégie, elle n'est pas possible. Et c'est là où je rejoins Nadjeb. Il faut accepter ce confinement avec toutes les contraintes qu'il a. C'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui. Pour se sortir de cette chose-là, il faudra un vaccin. Un vaccin n'est pas possible à fabriquer en dessous de 12 à 18 mois. Donc, on n'aura pas de médicaments avant. La chloroquine, on ne sait pas trop où on va. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, après le déconfinement, on va vivre avec des règles de distanciation sociale, c'est-à-dire les gants, le masque, pas être 1 mètre, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment vous faites pour les transports en commun ? Ils sont bondés.
C'est Donc ça c'est une là, bonne remarque. C'est une bonne remarque. c'est beaucoup de gens qui disent bon le déconfinement on le comprend, on le sait, mais même le modèle économique il n'est pas viable avec on voit il y a plus de 6 millions de personnes qui touchent le chômage partiel et tout, et les gens veulent reprendre leur boulot et je critique pas évidemment, je sais le confinement il est nécessaire, mais d'un autre côté une attente qui disent on a envie de reprendre notre vie d'avant même si ça sera plus comme avant, et qui disent mais nous, ok, les distanciations sociales, mais quand on voit le métro à 8 heures à Paris complètement bondé et tout, comment on le fait? C'est très juste. C'est que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le déconfinement ne sonne pas la fin de l'épidémie. Il faut se le mettre dans la tête. Le déconfinement, c'est la première étape de peut-être 3 ou 4 étapes. On va vivre avec des règles de distanciation sociale. On n'aura peut-être plus la possibilité de se regrouper. Ça veut dire que les cinémas, les centres culturels, les concerts, les parcs, tout ça, ça va être fermé. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va mettre un certain temps à réussir. Et ça, c'est dans le meilleur scénario. Dans le scénario d'un virus Covid-19 qui mute et devient chronique comme la grippe, alors là, ça veut dire que ça sera chaque année ou tous les 2 ans qu'on aura des résurgences d'une épidémie mortelle à grande échelle. Et donc c'est là où aujourd'hui l'enjeu, il est vraiment de se confiner, essayer de le contraindre au maximum, de limiter sa propagation et d'arriver rapidement avec un médicament pour le tuer. Parce que je rappelle, plus il se déploie, plus il a de chances de muter. Aujourd'hui, a priori, il n'a pas muté. Mais s'il mute, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire que les vaccins qu'on est en train de préparer, ils ne seront pas opérationnels sur le prochain Covid. Donc tout ça fait que, c'est là où je rejoins Najat, il faut être sérieux sur le confinement, même si c'est éprouvant pour tout le monde. Moi-même, je vais vous dire, ne pas sortir, c'est très dur. Mais c'est une question de vie, à la fois pour moi, mais celle des autres aussi. C'est que moi, je l'ai têtu, je suis immunisé, mais j'ai pas envie demain, s'il y a une résurgence, de le propager, etc. Donc c'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire très attention. Et pour conclure pour moi, parce que je suis désolé, je dois vous laisser, sur la partie technologique, la technologie, c'est pas une fin en soi. C'est une brique parmi d'autres. Et je rappelle, c'est la symbiose entre une brique technologique et une brique sanitaire avec une organisation hyper carrée qui sauvera le pays et le monde. C'est clair. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant vraiment de débattre sur ce sujet. Donc, Stéphane Dubreuil, je rappelle spécialiste des télécoms et tech. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour avoir parlé de cette application Stop Covid, vite fait, on va faire un débrief de Je vous l'actu. remercie beaucoup. Je tenais à vous remercier et c'était passionnant. Et à bientôt peut-être sur votre chaîne. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tout de suite, on va faire un petit débrief de l'actu des médias en quelques minutes. C'est parti. Et je voulais donc qu'on réagisse vite fait sur l'actu média et donc juste parler un peu vite fait de l'arrêt de 7 à 8 la quotidienne. Donc TF1 a décidé d'arrêter le magazine présenté par Harry Roselma qui marchait pas malheureusement 1,8 million de téléspectateurs. Certains reprochent que finalement TF1 a eu la mauvaise idée de mettre encore plus d'actu à 19h et que les gens avaient besoin un peu de s'évader. Peut-être Antoine pour réagir. Lundi donc il y aura un bêtisier présenté par Christophe Beaugrand et Karine Ferry, et lundi prochain ça sera qui veut gagner des millions en mode confiné avec Camille Combal. Voilà. On t'écoute Antoine. Donc j'ai appris la nouvelle aussi. Donc c'est effectivement un bêtisier qui va remplacer l'émission. Quand on compte. Est-ce que toi tu es triste toi de l'arrêt de 7 à 8? Alors non, pas forcément, non, parce que je trouve qu'il parlait un peu trop. Hein. Ça se voyait aussi également sur les réseaux. On parlait beaucoup trop du coronavirus et ça donne une mauvaise image, je pense, à la chaîne peut-être, ou parce que on a besoin de divertissement pendant ces temps de confinement, je trouve. Peut-être Nadjet sur ce sujet, même si tu regardais pas 7 à 8, le magazine qui reparle encore du coronavirus à 19h, est-ce que TF1 a pas fait une mauvaise idée? Bon, on le voit maintenant avec les audiences et que c'est arrêté, mais qu'est-ce que t'en penses? Alors moi ce que j'en pense, j'ai regardé parce que j'aime bien, je m'intéresse à ce qu'il y a de nouveau. Je pense un peu comme, je crois Antoine ou Thierry l'a dit, qu'on en parle trop et en fait du matin tu te couches Covid, tu te lèves Covid et au bout d'un moment, même si on sait que c'est là, que c'est important,
on a besoin aussi dans les temps de confinement de se divertir, d'être solidaire surtout et de se changer les idées, pardon. C'est important parce que sinon, on peut rentrer pour des gens dans une phase de déprime. C'est vrai, Thierry, peut-être pour clôturer, là, donc on voit lundi, ça va être du bêtisier pour une semaine. Après, on repart avec un qui veut gagner des millions en mode confiné. Qu'est-ce que t'en penses de la stratégie de TF1 qui tâtonne un peu, parce que vu que demain, ils peuvent plus diffuser Demain nous appartient. Ah bah au contraire, trop de Covid, c'est le cas de le dire. Nadjet l'a bien dit, au bout d'un moment, on en a marre d'avoir Covid-19 23 heures sur 24 ou limite 24/24, on se lève le matin, on bouffe du Covid, on se couche le soir, on bouffe du Covid. Non, stop. Donc je peux comprendre que bon déjà 7 à 8 lives s'arrêtent parce que en quotidien, bah forcément les sujets s'épuisent et ils ont plus forcément trop de sujets en poche. Je pense que comme disait Nadjet, voilà, je suis complètement 100% d'accord avec elle. Les gens ont besoin, en cette période de confinement, de pouvoir se distraire, alors que ce soit des bêtisiers, des films cultes, comme on a pu en voir passer. Voilà, les gens n'ont pas envie de manger du Covid-19 constamment. Oui, il y a la folie des grandeurs. Oui, enfin voilà, c'est pour ça des films cultes. Bon, il y a La Folie des Grandeurs, Voilà, il y a la Septième Compagnie, il y a plein de films et tout. Enfin, peu importe. Oui, il y en Mais a voilà, plein. les gens, il y en a plein. Et ça, c'est tout. Voilà, il y a plein de films cultes, etc. Les gens ont besoin de se distraire et qu'on leur change la tête pendant quelques heures, qu'on leur change les idées pendant quelques heures et pas juste en mode panique. Il y a le Covid, les gars, hein, attention, il y a le Covid. Au bout d'un moment, oui, les gens vont, après, ils le les gens faisaient vont d'une autre manière. J'ai regardé 7 à 8, c'était vraiment, ils étaient au cœur des gens. On suivait une infirmière. Ils traitaient autrement, quoi. C'était Oui, pas dans la peur anxiogène, quoi. Ouais, oui, d'accord, c'est mais dommage. on parle encore du même sujet du Covid. Donc voilà, même si on aborde ça différemment, on aborde encore sur le sujet du Covid-19. En même temps, c'est sûr, hein, quand on est à la maison et qu'on est confiné, on reste chez soi, quoi. On reste chez soi et donc il y a Oui, pas beaucoup d'autres occupations que la télé. Sauf que tout le monde ne comprend pas ce principe-là de rester chez soi. Voilà. Donc il y a Et malheureusement oui, encore mais... des irréductibles qui comprennent pas le mot confinement et rester chez soi. Donc voilà. En tout cas, merci. Voilà, on abordera encore d'autres sujets la semaine prochaine puisqu'on est en retard. Tout de suite, on va passer à l'interview média. Tom Leb va nous rejoindre. C'est l'heure de l'interview média. Et c'est donc l'heure de l'interview média cette semaine dans Focus Écran. Vous le savez, ça va être une nouvelle habitude durant le confinement. On va appeler chaque semaine les personnalités médiatiques. Et cette semaine, on a le plaisir de recevoir Tom Leb. Bonjour Tom Leb. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Beaucoup d'actu autour de vous. Il y a le clip donc Mon Allié qui est sorti il y a quelques jours. On va revenir évidemment sur votre participation à l'Eurovision 2020. Mais avant, ça va être une première question comme ça qu'on demande à chaque fois. Vous, comment vous vivez ce confinement et quel regard vous portez sur ce confinement? Écoutez, je le vis pas trop mal. Je le vis même assez bien puisque je prends ce confinement comme une opportunité de sortir de nos zones de confort, de travailler de nouvelles choses, d'inventer. Le temps s'arrête, le temps ne disparaît pas. Justement, c'est comme du temps offert pour faire de nouvelles choses. Et évidemment, la vie va reprendre. Une fois qu'elle reprendra, la vie va reprendre là où elle s'est arrêtée. Donc, en fait, c'est pas comme si on regardait les trains passer. Les trains sont arrêtés, donc autant mieux être inventif au maximum, créatif au maximum, et pouvoir sortir de ce confinement grandi. Et justement, j'ai vu également vous avez lancé un live chaque jour où vous recevez des personnalités, je crois. Oui, justement, d'où est venue cette initiative? Expliquez-nous un peu. Je me suis dit, pour éviter de tomber dans un narcissisme complet pendant le confinement, à être tous les jours sur les réseaux et parler de choses, je me suis dit comment interagir avec d'autres en parlant d'eux. Et en ne pensant pas à soi, mais en pensant aux autres, en les faisant découvrir aux gens qui suivent le direct, et puis surtout simplement faire de l'échange sous forme d'humour. Voilà. Et donc j'ai eu l'idée de ce live tous les matins. Bon, après je suis pas le seul artiste, hein, j'invente rien, mais voilà, c'était pour avoir l'interaction avec des artistes et parler d'eux.
Alors justement, ça a été l'une des conséquences du Covid-19, donc c'est l'annulation de l'Eurovision 2020. Par contre, il va y avoir une sorte de grande soirée où chaque artiste quand même va chanter son titre. Donc Ouais. déjà, vous nous confirmez que cette soirée aura bien lieu, c'est ça? Ouais, vous me parlez du 16 mai, là? Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, c'est ça. Ouais, le 16 mai, bien sûr. Bien sûr, c'est d'ailleurs une super initiative parce que je trouvais dommage que ce 16 mai-là, il ne se passe rien alors que c'était la soirée tant attendue de l'Eurovision. Donc là, leur idée de faire une sorte de rassemblement des artistes chacun chez eux et de faire quand même quelque chose sur le confinement et d'en parler, d'envoyer un message positif, je trouve que c'est une excellente idée. Et justement, vous avez dû être triste face à cette annulation du concours parce que c'était un sort de rêve pour vous de participer et représenter la France à l'Eurovision. Bah, en fait, pour vous dire la vérité, quand on m'a annoncé que c'était annulé, évidemment, j'ai tout de suite connu la raison, évidemment. Je me suis dit, ok, là, ce qui se passe dans le monde, c'est sérieux, c'est très sérieux, c'est une situation complexe et particulière. Je ne peux pas crier sur tous les toits que c'est dégueulasse que je ne fasse pas l'Eurovision, sachant l'ampleur des dégâts de ce virus. Donc, si vous voulez, j'ai centré le problème sur autre chose et j'ai dit, ok, annulons, c'est comme ça, il faut annuler pour sauver des vies. Donc, ne prenons pas ce risque-là. Donc, moi, j'ai très vite réalisé, en fait, ce qui se passait vraiment. Et je n'ai plus vu l'Eurovision, mais j'ai vu surtout l'importance de ce virus, en fait. Donc j'ai évité l'égocentrisme, mais j'ai pensé plutôt au reste du monde. Et justement, c'est un peu abstrait sur les règles, mais pour le concours en 2020, ça veut dire que vous resterez toujours le candidat de la France, mais vous aurez un nouveau titre, c'est ça? Est-ce que vous avez plus d'informations? Alors là-dessus, ça dépend de tellement de choses et c'est dans tellement longtemps, hein, c'est au mois de mai, en 14 mois, que ça dépend de plusieurs choses. Je peux pas aujourd'hui m'exprimer là-dessus et être certain de ça, puisque France Télé vont certainement avoir de nouvelles, je sais pas, obligations ou délégations, c'est dans tellement longtemps que là, c'est trop tôt pour s'exprimer. Je ne sais pas et eux non plus ne savent pas. D'accord. Alors on va revenir donc sur le titre que vous allez interpréter, Mon Allié. D'ailleurs, il y a eu le clip qui est sorti cette semaine avec Solène Hébert qui joue dans Demain nous appartient. Racontez-nous un peu la jeunesse de ce titre, Mon Allié. C'est une deuxième version parce qu'avant il y avait The Best in Me, là vous l'avez un peu francisé. Comment est venue cette jeunesse donc de cette chanson? Je pense que c'était... En fait, je me suis dit, écoutons ce que dit le public français. Comme c'est une compétition où je représente la France et que du coup, ça ne tient pas qu'à moi non plus, on est toute une équipe et tout ça, je me suis dit, ok, comment on va représenter la France? Écoutons ce qu'il dit. Et il y a eu pas mal de plaintes, comme quoi il y avait trop d'anglais. Et moi, j'ai entendu ça. J'ai dit, ok, je comprends, vu le contexte musical que c'est et vu la compétition, essayons d'arranger les choses. Donc, on s'est basé sur Destiny. Et on a créé une histoire surtout dans les refrains, puisque le texte était en français partout ailleurs. On a surfé sur le texte français qui était d'origine sur les couplets pour boucler l'histoire en français avec cette histoire d'amour presque inespérée ou inachevée à travers de Destiny qui est resté au début du refrain, mais sinon c'était vraiment le principe d'un allié qui est à travers l'histoire d'amour. Et d'ailleurs, vous en avez parlé c'est peut-être c'est même jusqu'au ministre de la Culture qui a réagi dessus. Est-ce que ça vous a affecté ou pas que même jusqu'au plus haut de l'État on réagisse sur votre chanson, ce qui n'était pas le cas des précédentes saisons et pourtant il y avait de l'anglais également. Ouais, écoutez, non, moi je ne me laisse absolument pas affecter par ce genre de choses, très sincèrement, parce que je comprends tout à fait, c'est tout à son honneur de défendre la langue française. Après, si vous écoutez ce qu'il a dit, il ne s'en prend pas vraiment à moi, il s'en prend au principe de chanter en français. Donc je peux pas être vexé par ce qu'il dit, puisque lui son but est de défendre la langue. Donc je comprends très bien. D'ailleurs, comme j'ai vu ses interventions, je dis oui, je comprends, je serais à sa place, j'irais pas non plus applaudir le fait qu'il y ait trop d'anglais. Donc j'ai tout de suite compris et j'ai compris son point de vue et j'ai trouvé que c'était tout à son honneur de s'exprimer là-dessus. Après c'est vrai que c'est l'Eurovision, donc c'est bien aussi d'avoir de l'anglais pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Voilà, c'est ça que j'allais vous demander, vous, quelle est votre analyse? Est-ce que selon vous, un candidat français doit-il chanter 100% en français? Est-ce que chaque candidat doit chanter à sa langue maternelle ou alors non? Est-ce qu'il faut également de l'anglais?
Non, moi je pense qu'il y a pas de règle. Je pense que la chanson doit être sincère déjà pour commencer. Et puis si moi on m'avait dit tu vas chanter une chanson pour l'Eurovision tout en anglais, j'aurais dit mais pourquoi pas. Un, il faut que la chanson ait du sens. Deux, il faut qu'elle soit bien. L'anglais est une langue fédératrice qui rassemble toute l'Europe. C'est la première langue inscrite partout dans les aéroports et les gares. Donc ça n'est pas non plus c'est pas non plus une folie de chanter en anglais. Je veux dire, tous ceux qui ont gagné dans les 10 dernières années, qu'ils soient israéliens ou hollandais, ils ont chanté en anglais pour pouvoir simplement donner au plus grand nombre la possibilité d'avoir un point de repère dans la chanson. C'est tout. C'est pas renier sa langue que de chanter en anglais. C'est simplement c'est une compétition de musique. C'est un contest musical. Comme qui dit compétition dit vouloir gagner, et qui dit vouloir gagner dit vouloir toucher le plus grand nombre. C'est tout. Moi, je le vois comme ça. Je suis pas en train de renier la langue française. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est un large débat et surtout on l'a vu ressurgir cette année sur justement ce choix. Et justement là, vous avez dit quelques mots. Pour vous, quelle est la chanson parfaite de l'Eurovision? Quelles cases elles doivent cocher selon vous? Vous avez un peu dit au début, mais... Ouais, vraiment, la première chose, et d'ailleurs, j'ai regardé sur les 10 dernières années, à part évidemment quelques exceptions qui sont tellement exceptionnelles et tellement hors du commun et tellement presque folkloriques et presque inattendues et ovni, mais sinon la plupart des interventions sont des interventions sincères, sans vouloir essayer de tricher, sans vouloir essayer d'en faire des caisses, sans vouloir essayer d'en faire des caisses. L'habitude, c'est une chanson vraie, sincère, qui vient du cœur, et je pense que c'est qu'avec ça qu'on peut toucher les gens. Alors pour clôturer l'interview, on demande à chaque fois à nos invités, puisqu'il faut qu'ils s'écran, on décrypte le monde des médias, et à chaque fois on demande est-ce que nos invités, est-ce qu'ils sont des fervents téléspectateurs de la télé, surtout qu'en ce moment, vu le confinement, il y a de plus de monde qui regarde la télé. Alors est-ce que déjà vous regardez la télé? Si oui, quels sont un peu vos programmes favoris? Alors, je suis pas vraiment quelqu'un de la télé, puisque justement pendant le confinement, j'essaie d'être créatif et de créer un maximum. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde des films, parce qu'en regardant des films, on s'inspire de beaucoup de choses. J'écoute des albums, des chansons, je lis. Mais les programmes télévisés de divertissement, j'essaie justement de pas tomber dedans pour rester un maximum créatif. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Tom Leb, d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. On le rappelle, votre titre Mon Allié disponible sur toutes les plateformes. Et on suivra cette soirée du 16 mai également où, évidemment, vous interpréterez votre chanson, une grande soirée qui rassemblera toutes les nations. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. C'est ainsi que s'achève le podcast. À bientôt. Merci beaucoup. Et on remercie beaucoup Tom Leb d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. C'est ainsi que s'achève cette semaine ce numéro de Focus Écran. Je remercie Thierry, Nadjet et Antoine de m'avoir accompagné cette semaine. Vous, Focus Écran, vous l'écoutez quand vous voulez, où vous voulez, durant la semaine. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et toutes les plateformes de podcast. D'ici là, passez une très belle semaine et surtout restez chez vous.